Bonsoir à tous. Je pense qu'on va commencer. C'est un thème on a beaucoup d'intervenants déjà et on va avancer pour pouvoir vous laisser le temps de poser des questions. Donc merci à toutes et à tous d'avoir répondu à l'invitation de la CCI pour ce rendez-vous de l'économie consacré au marché immobilier à l'occasion de la publication du Panorama 2019. Alors l'immobilier est souvent au cœur des préoccupations des Calédoniens. C'est évidemment un secteur économique important pour la croissance de ce pays. On dit toujours que quand le BTP va, tout va. Mais aussi dans les foyers, l'immobilier est considéré comme la première étape vers la prospérité. Le Calédonien pense souvent qu'il n'y a pas de patrimoine sans immobilier. Depuis 2014, grâce au partenariat noué entre la CCI, la Chambre territoriale des notaires et l'ISE, toutes les transactions immobilières, c'est-à-dire toutes les ventes réalisées dans les offices auprès des notaires, sont recensées, passées à la moulinette des statistiques et analysées. Des professionnels de l'immobilier, de la finance, de la construction ou de la promotion y apportent ensuite leur éclairage. Je tiens ici à remercier donc les financeurs de ce dispositif, le comité local des banques représenté par Madame Prévost et la BCI. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Est-ce que c'est le bon moment pour vendre une maison ou un appartement à Nouméa ou à Dambéa, à l'orphelinat ou à Magenta? L'objectif de cet observatoire des transactions immobilières est de savoir chaque année quels types de biens sont vendus, où et à quel prix, de dresser des tendances, d'apporter aux investisseurs, professionnels comme particuliers, des éléments de connaissance fiables et de fournir au pouvoir public un outil à la décision. Pour vous présenter les résultats de ce travail sur les transactions 2019 et faire parler les chiffres, nous accueillons ce soir les différentes parties prenantes. Donc Olivier Fagnot, le directeur de l'ISE, le maître Antoine Bergeot, qui est qui est président de la Chambre territoriale des notaires, Divi Bartra, membre consulaire de la CCI, qui est aussi professionnel dans le secteur de l'immobilier. Et nous aurons également les éclairages de Claude François pour la Fédération des agents immobiliers, Céline Prévost pour le comité local de la Fédération bancaire française. Nous accueillons également Silvio Pontoni, le président de la Fédération calédonienne du BTP, et Jean-François Baudin qui animera votre soirée. Donc un grand merci à tout le monde pour les efforts déployés pour sortir cet observatoire et pour aider à la fois donc, les particuliers et les entreprises à y voir mieux dans ce secteur. Je rappelle aussi que toutes les conférences de la CCI sont retransmises après quelques jours sur le site cci.nc et que vous avez également l'ensemble des données du panorama de l'immobilier depuis 2014 sur le site cci.nc. Merci à tous et passez une bonne soirée. Bonsoir. Comme vient de le préciser le président de la CCI, ces données proviennent des notaires. Nous avons donc toutes les ventes réalisées sur le territoire, après négociation et hors frais de notaire. Seuls les biens vendus sont étudiés, ce qui exclut les donations et successions. Sont également exclues toutes les ventes qui ne passent pas par les notaires, à savoir les ventes Nouvelle-Calédonie, Province Sud et Nouméa, qui passent par des actes administratifs pour assurer les ventes. Enfin, précision méthodologique, comme vous le verrez dans la suite, les statistiques sont calculées dès lors qu'il y a au moins 20 biens concernés, ce qui peut expliquer que parfois, sur certains croisements de variables ou certaines zones géographiques, la statistique n'est pas disponible. Alors l'immobilier en 2019 peut effectivement être résumé par cette phrase: un nombre de transactions en baisse du fait d'un recul dans le neuf. C'est ce que je vais essayer de vous montrer dans les 2 prochaines diapos, en commençant par une vision générale. Alors, tout d'abord, globalement,
la totalité des biens peut être répartie selon ces 5 catégories: appartements, maisons, villas, terrains à bâtir, terrains autres et autres natures de biens. Si on s'adresse à l'ensemble de ces biens, c'est-à-dire 2340 biens vendus en 2019, on constate tout de suite une baisse de 15% par rapport aux ventes 2018. En termes de valeur de transaction, on constate une baisse de 21%, c'est-à-dire qu'on partait de 88 milliards de francs en 2018 et on sera de l'ordre de 69 milliards de francs en 2019. Mais considérant qu'il y a 2 catégories qui sont un peu à part, terrains autres où on va retrouver des terrains non constructibles ou des terrains agricoles, et l'autre nature de biens qui est une catégorie de biens hétérogènes dans lequel on retrouve des docks, entrepôts, bureaux, locaux professionnels, parkings, ainsi de suite, on va finalement se concentrer sur le reste de la présentation sur ce qui est uniquement les biens de l'habitat. En se concentrant sur les biens de l'habitat, donc ces 3 catégories qui sont devant vous, la baisse constatée sur un an est de 18% et en termes de valeur, elle est de 24%. Alors comme vous le voyez, ce repli affecte toutes les catégories de biens, appartements, maisons, villas et terrains à bâtir, bien que l'on constate que les fortes baisses affectent finalement les appartements et les terrains à bâtir. Pour les villas, la baisse est finalement plus contenue, de l'ordre de 7%, alors qu'elle est supérieure à 20% pour les 2 autres catégories. Peut-être quelques détails. En précision, on peut dire que ce que l'on observe entre les appartements et les villas, donc une contraction beaucoup plus importante sur les appartements que sur les villas, peut s'expliquer assez simplement, puisque on sait qu'il y a, et là on parle que de transactions dans le neuf, donc pour l'essentiel des transactions qui sont réalisées en VFA, et on sait qu'il y a assez peu de villas vendues en VFA, puisque pour l'essentiel, elles sont construites par l'intermédiaire d'un contrat de construction après l'acquisition d'un terrain à bâtir. Donc ça permet simplement d'expliquer cette différence de tendance, puisque c'est le neuf, ça a été dit, qui a particulièrement chuté. Quelques éléments d'explication pour illustrer le repli tout à fait significatif qu'il y a eu sur les transactions dans le neuf. Le premier élément, évidemment, vous le savez tous, c'est l'arrêt de la défiscalisation locale au 31 décembre 2018, qui était une incitation fiscale particulièrement efficace, qui a produit, en tout cas qui a permis la réalisation d'à peu près 2200-2300 logements sur la période de 2014 à 2018. Et autre élément qui découle d'ailleurs de cette défisque locale, c'est la possibilité pour un certain nombre de SCI de portage de réaliser des investissements en défiscalisation, mais cette fois-ci avec des contribuables qui se mettaient en groupe d'une certaine façon. Donc tout ça s'est arrêté en même temps. Et sur 2019, autre élément, autre facteur explicatif, le durcissement des conditions d'octroi des aides publiques à l'acquisition, puisque le PTZ a vu le nombre de ces dossiers délivrés diminuer de 55%, et le nombre des aides provinciales, en tout cas le nombre des dossiers admis en aide provinciale, a diminué également de plus de 50%. Et on peut légitimement penser que autant l'arrêt de la RILI a plutôt affecté les transactions d'appartements, autant la baisse des aides provinciales a probablement affecté davantage les transactions sur les terrains à bâtir. Donc Divi a commencé à parler d'un élément important, il a parlé d'appartements neufs. Alors effectivement, derrière ces chiffres généraux, on a essayé de séparer tout ce qui était ancien, tout ce qui était neuf. En fait, c'est assez simple en fait. Quand vous partez sur la partie droite du graphique, où vous retrouvez toutes les transactions d'appartements et de villas dans l'ancien, en fait, vous avez une chute très contenue de l'ordre de 4%. Par contre, en regroupant tout le neuf sur la partie gauche du graphique, vous voyez qu'en fait, la chute est importante, 43%. Donc c'est vraiment dans le neuf que se fait la chute de l'immobilier en 2019. On peut même détailler sur les appartements, la chute est de 66%. Vous voyez, donc en fait, c'est pas vraiment une surprise. On s'attendait à ce qu'il y ait cette chute sur le neuf. En fait, l'année 2019 marque une accalmie après une urbanisation galopante des dernières années. On s'y attendait. En 2019, les grandes opérations immobilières
sont pour la plupart finis, ont livré leurs biens et la plupart des biens sont désormais vendus. Les demandes de logements intermédiaires qui avaient soutenu cette croissance liées au dispositif de défiscalisation ont aussi rendu leur projet dans l'intermédiaire. Donc finalement, ce n'est pas une surprise. On s'attendait à ce que le neuf allait chuter. On rappelle aussi le contexte démographique. Le solde migratoire entre 2014 et 2019, 10 000 personnes de moins finalement par rapport à ce qu'on attendait. Donc ça veut dire entre les départs et les arrivées, c'est un double phénomène. Plus de personnes ont quitté la Calédonie, moins de personnes y sont entrées. Au final, il manque 10 000 personnes. Vous rajoutez à cela le fait que le taux de vacances a quasiment doublé dans une grande partie du territoire. Finalement, on s'attendait un peu à ce genre de résultat. Et finalement, grâce à la vacance locative qu'on avait pu observer, nous professionnels, depuis déjà quelques années, on savait que le besoin de logement était déjà satisfait et que l'offre était déjà probablement même supérieure à l'offre. Et c'est la raison pour laquelle la poursuite de la RELI n'a pas nécessairement été réclamée par les professionnels de l'immobilier, puisqu'on savait qu'il n'y aurait plus la demande nécessaire pour pouvoir les remplir en aval. On peut également préciser que sur la période de 2019, il y a eu un certain nombre d'incitations qui avaient été mises en place pour tenter de relancer le BTP malgré cette baisse annoncée de l'immobilier neuf. Et ça concerne le PTZ, le prêt à taux zéro, qui a été centré précisément sur l'immobilier neuf. Et ça concerne aussi une baisse importante qui avait été opérée sur ce qu'on appelle les frais de notaire. Et on peut constater que ces différents mécanismes n'ont pas du tout eu l'efficacité escomptée. Oui, peut-être sur la première partie et ces premiers chiffres de ce panorama, est-ce que ça appelle un commentaire de votre part, Maître Bergeau, peut-être ? Oui, merci. Je voulais ajouter que concernant la collecte des données, on a aujourd'hui 4 études sur les 5 qui effectivement fournissent les données à l'ISEE. Peut-être bientôt la 5e va suivre le chemin. Il est évident que, mais c'est toujours bien de le rappeler, que ces données sont totalement anonymes et que sur les informations qui sont transmises à l'ISEE, il n'y a jamais de référence à la qualité des vendeurs et des acquéreurs. Et aucun élément ne permettrait d'ailleurs de les identifier. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Nous respectons en tout point, bien sûr, avec l'ISEE et la CCI, la réglementation RGPD. Et ça, c'est un point important. Sur les causes, en 2019, parce qu'on parle bien de l'année 2019, de cet effondrement de l'immobilier, il y a en effet ces 3 raisons qui ont été évoquées. Solde migratoire négatif. Il y a effectivement beaucoup plus de sortants de Calédonie que d'entrants, et ça, c'est peut-être l'élément essentiel. Il y a évidemment également la fin brutale de la RELI. C'est un dispositif qui permettait d'inciter les investisseurs calédoniens pour acheter dans l'immobilier neuf intermédiaire à but locatif, avec des plafonnements de loyers et de ressources. Et le 1er janvier 2019, eh bien, la mesure s'est arrêtée net. Il n'y a pas eu de rabot, il n'y a pas eu de période transitoire. Et effectivement, ça a été quelque chose d'assez fatal au neuf. On pourrait ajouter un 3e point qui concerne pas forcément le neuf, qui est plus général. C'est également le durcissement de la réglementation fiscale concernant les frais de notaire réduits pour les primo-accédants, où finalement la possibilité d'accéder à ces droits d'enregistrement réduits a été plafonnée à certains prix par des typologies de logements. Donc ça, ça a freiné évidemment le nombre de transactions. Voilà ces 3 points sur peut-être les 3 causes principales. Bien, merci pour la transition, parce que je vais vous présenter les chiffres les plus significatifs de l'étude. Et on va commencer par une catégorie d'acheteurs qui avaient soutenu le marché en 2018 et qui sont justement les primo-accédants. On avait des craintes, effectivement, compte tenu des mesures restrictives d'accès aux aides connues en 2019, que peut-être, Divi, tu peux repréciser. Alors, effectivement, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure,
le durcissement des conditions d'octroi du PTZ avec un certain nombre d'éléments, et notamment la notion de primo-accédant, qui a été, sur cette année 2019, interprétée avec davantage de rigueur qu'auparavant. Il fallait vraiment n'avoir jamais été propriétaire pour pouvoir en bénéficier, avec également l'instauration d'un système de plafonnement des prix des biens éligibles au PTZ, par typologie. Et puis, on en a parlé également, la restriction du PTZ au logement neuf. Donc tous ceux qui voulaient faire une acquisition dans l'ancien n'étaient pas éligibles au PTZ. S'agissant des aides provinciales, elles ont également été ressenties, en tout cas, comme étant restrictives. Et ça a donné lieu à un certain nombre de modifications et d'assouplissements qui sont intervenus fin 2019. Donc on peut espérer que le nombre de dossiers soutenus par la collectivité pour cette accession à la propriété sera revu, enfin en tout cas réorienté à la hausse sur 2020. Donc, je vous disais qu'on avait des craintes sur le nombre de primo-accédants, puisque finalement, ils ont un profil différent des primo-accédants de 2018. En fait, on constate effectivement une baisse de 19% des achats par les primo-accédants. Ceci dit, en structure, ils achètent toujours 3 biens sur 10. Pardon. Donc, la proportion des primo-accédants reste inchangée par rapport à 2018. Bien que, comme le disait Divi, les critères ont été plus restrictifs. Les 2 tiers des primo-accédants se situent sur Nouméa et Païta, et leurs achats se caractérisent par plutôt des appartements sur Nouméa, plutôt des terrains sur Païta, et plutôt des villas en dehors de ces zones. Donc on va rester sur le Grand Nouméa. Donc le Grand Nouméa, c'est 2 tiers des Calédoniens et c'est 86% des transactions en 2019. Donc c'est quasiment toutes les transactions concernant les appartements. On a 97%, on a 82% des villas et 72% des terrains. Alors en 2019, les ventes baissent énormément, bien entendu, sur le Grand Nouméa. C'est 22% sur un an. C'est près de 500 transactions en moins qu'en 2018. Alors qu'elle progresse de 13% sur le reste du territoire. Et on y reviendra. Elle progresse sur le reste du territoire, mais vous l'avez compris, avec des niveaux plus modestes, bien entendu. Toujours sur le Grand Nouméa, la répartition des transactions entre les différentes communes, finalement, est très proche de celle qu'on avait connue en 2018. Et la chute du volume des transactions concerne quasiment toutes les communes. Dambéa, Païta et Nouméa avec des taux supérieurs avec des baisses supérieures à 20%. Alors, on a Mont-d'Or qui fait figure d'exception, qui limite la chute à 6% seulement, on pourrait dire. Alors là-dessus, on peut peut-être solliciter un commentaire sur cette répartition géographique de Claude François, qui est le président de la Fédération territoriale des agences immobilières. Oui, merci. Juste pour vous préciser qu'effectivement, quand on voit ces chiffres, on se demande pourquoi le Mont-d'Or a une baisse beaucoup moins significative. En fait, ça concerne essentiellement une baisse de prix, comme vous allez le voir tout à l'heure, une baisse de prix très importante sur le Mont-d'Or qui fait que les transactions se sont maintenues par rapport aux sorties de défiscalisation que l'on a eues sur le Mont-d'Or. Donc c'est ce qui explique la faible baisse en volume. Baisse de prix affichée ou baisse de prix négociée? Déjà baisse de prix affichée, puis négociée, mais en tout cas une baisse très sensible. Divi va vous donner le chiffre, je pense. Les prix tels qu'ils ont été enregistrés auprès des notaires, donc évidemment on ne tient pas compte des éventuelles mallettes qui ont été passées en liquide, hein. Bon, c'est une blague. Donc sur le Mont-d'Or, c'est moins 10% sur les appartements, et là on raisonne en prix moyen 1 mètre carré. C'est moins 15,8 sur les villas. Et là, il s'agit de la moyenne de la valeur des transactions, puisqu'on n'a pas la donnée au mètre carré. Et si on veut faire une rapide comparaison entre les différentes communes, on peut dire que sur Nouméa, c'est essentiellement les appartements qui baissent fortement, sous l'effet de la baisse du neuf. À Païta, ce sont et les terrains et les villas qui sont en contraction. Sur Dambéa, on a une baisse qui est plutôt homogène entre les 3 types de biens, alors que sur le Mont-d'Or, ça a été dit, on a surtout une baisse sur les terrains, mais qui est finalement beaucoup plus faible que ce que l'on a pu observer sur les autres communes.
Donc on poursuit sur les comparaisons dans le Grand Nouméa. Alors on a pris un bien qui se trouve sur toutes les communes, c'est les villas maisons. Alors, bien que la baisse affecte, vous l'avez vu, tous les types de biens. Alors, ce qu'on observe en fait, c'est que les écarts de prix moyens constatés sur les ventes de maisons entre Nouméa, en fait, le reste. Et cet écart, qui était de 30% en 2018, se creuse. Il est maintenant de 38%. Donc, il nous semblait que c'était assez intéressant comme enseignement. Les différences sur les prix moyens constatés. Alors, quand on parle de maison, en fait, c'est la transaction. Hein. On ne cherche pas à rapporter au mètre carré. C'est des données qu'on n'a pas toujours. On n'a pas forcément le nombre de mètres carrés de la parcelle, ni le nombre de mètres carrés habitables de la maison. Donc, ça se fait à la transaction. Donc, la différence sur les prix moyens constatés est encore plus forte concernant les biens de type F4 et plus. En fait, plus la maison est importante, plus les écarts de prix entre Nouméa et le reste du Grand Nouméa est importante. Et donc les prix diminuent entre 2018 et 2019. Ça, c'est ce que vous pouvez voir sur les tuyaux d'orgue de couleurs différentes. Elle est en moyenne de moins 5% sur les maisons de F3 et plus. Et puis, plus vous augmentez en taille, plus les baisses sont importantes, en fait. Donc c'était un petit zoom sur les maisons. On peut aussi parler donc des prix à l'art des terrains à bâtir, en général, qui sont de moins 17%, et le prix au mètre carré des appartements, moins 4% entre 2019 et 2018. Si on reste sur les prix, on va regarder les prix des appartements neufs dans Nouméa, notamment. Et on va les comparer avec le reste. Ce qu'on voit, en tout cas, c'est que c'est les appartements neufs dans Nouméa dont le prix au mètre carré augmente. C'est la seule augmentation finalement. Et alors, on observe aussi une étonnante stabilité des prix moyens de l'ancien sur Nouméa. Hein, depuis 2014, c'est vraiment quasiment une droite. Probablement aussi parce qu'il y a tellement de transactions au fait, que la moyenne n'est pas affectée par les valeurs extrêmes. Tout simplement. On constate aussi une fluctuation sur l'ancien de plus forte amplitude sur Dambéa et Mandor, qu'on voyait. Et là, vous voyez l'illustration de ce que je vous disais tout à l'heure, lorsqu'il n'y a pas un nombre de biens suffisant. Donc, lorsque vous avez un nombre de biens inférieur à 20, vous n'avez pas les stats. C'est exactement l'illustration. Et enfin, on note une baisse du neuf sur Dambéa et Mandor pour la deuxième année consécutive, et une baisse plutôt conséquente. Donc quelques chiffres pour illustrer ces tendances. Donc on reprend sur la partie supérieure, dans l'ancien, on a une baisse donc, de l'ordre de 4% sur l'ensemble du territoire. Mais quand vous regardez Nouméa, Dambéa et Mandor, vous avez une baisse, mais surtout importante sur Dambéa et Mandor. Ça, c'est pour l'ancien. Pour le neuf, bon, en fait, il n'y a que Nouméa sur lequel on peut faire des stats. On voit une hausse donc, de l'ordre de 6% en 2019. C'est intéressant de noter que dans notre définition du neuf, on prend en compte les terrasses. Ça, c'est quelque chose de nouveau en fait, cette année, une amélioration méthodologique. On prend en compte les terrasses. On va passer maintenant aux appartements avec un focus sur Nouméa. Donc c'est là où l'essentiel des appartements sont vendus. On constate que finalement toutes les zones, tous les quartiers de Nouméa sont touchés par la baisse, notamment le nord avec une baisse de 5%. Et on constate aussi que dans le neuf, le sud observe une observation de plus de 10% dans le neuf au mètre carré. Donc il y a quand même une augmentation assez significative. Quelques... C'est bon ? Oui, c'est pas grave. Finalement, quand on prend connaissance de ces chiffres, on se dit, oulala, c'est la dégringolade, c'est vraiment la crise dans l'immobilier. Et finalement, on observe que le volume de transactions tiré par le neuf est en effet particulièrement en baisse. Pour autant, il n'y a pas de dégringolade sur les prix. Alors en tout cas, pas sur Nouméa, puisqu'il y a une vraie distinction entre Nouméa, qui résiste bien, qui est soit presque à l'étal, soit en faible augmentation sur le neuf,
Ce sont surtout les communes du Grand Nouméa qui sont affectées par des baisses de prix. Je peux citer quelques exemples, hein, c'était dans les tableaux. Sur les appartements, donc moins 1,6% seulement sur Nouméa, dans l'ancien, alors qu'on est à moins 10 sur le Mont d'Or et moins 9,1 sur Dambéa. Pour les villas, on est à moins 2% sur Nouméa, alors qu'on est à moins 5,4 sur Dambéa, moins 15,8 au Mont d'Or, moins 7,4 sur Païta. Et sur les terrains à bâtir, on a une baisse globale moyenne de 17%, moins 24 à Dambéa, moins 20 au Mont d'Or, plus 6, c'est l'exception à Païta, et moins 14 sur VKPP. Alors, plus 6, l'exception à Païta, effectivement, c'est lié à finalement, après une forte urbanisation des dernières années, le foncier devient rare, cher et forcément plus complexe à viabiliser. Donc on constate une augmentation du prix moyen à l'art. On constate sur Nouméa des ventes d'appartements en forte diminution, de l'ordre de 30%, mais une quasi-stabilité pour les villas. Sachant qu'à Nouméa, les 2 tiers des ventes sont des appartements, dont le prix moyen au mètre carré, comme on l'a vu, est en baisse de 4%. Sur Dambéa, après des années d'essor, le marché de l'immobilier s'essouffle. C'est moins 30% des ventes d'appartements et 15% des ventes de maisons. La moitié des ventes sont des villas, dont le prix baisse de 5,4% à Dambéa. Et on a une chute des prix des terrains à bâtir de l'ordre de 24%. Et enfin, sur Mont d'Or, c'était ce qu'on expliquait au départ, hein, c'est les prix attractifs qui finalement attirent les primo-accédants sur Mont d'Or. On poursuit le zoom et on va passer dans le nord, en fait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas énormément de transactions, bien entendu. Mais tout à l'heure, et je ferai le calcul tout à l'heure, on m'a signalé que rapporté au nombre d'habitants, finalement, le nombre de transactions par habitant était tout à fait comparable à ce qui se passe en province sud. Donc je trouve que c'était assez intéressant comme remarque quand je vais faire les calculs en rentrant. Donc on a une augmentation de plus 30% donc sur la zone nord. Et lorsque l'on regarde sur la zone VKPP, on constate une hausse de 23%, une hausse assez intéressante, qui concerne pas énormément de logements. On est sur une vingtaine de logements, mais c'est quand même notable. Et c'est d'autant plus notable qu'il faut se rappeler que VKPP se redresse après des années de difficultés. Et on a calculé le fait qu'entre 2014 et 2018, le nombre de transactions avait été divisé par 2,3. Donc en fait, ça montre un dynamisme de la zone en 2019. C'est quelque chose d'assez encourageant. Juste une petite précision. Toutes les données, les chiffres, les tableaux qui ont été présentés concernent précisément l'année 2019. Et on parlera tout à l'heure assez rapidement du premier semestre 2020. Donc les tendances qui sont présentées là ont déjà quelques mois d'ancienneté. Et deuxième précision, toutes les données qui vous sont présentées là sont disponibles sur le site de la CCI ou sur le site de l'ISEE en détail. On va passer au BTP. Mais avant ça, j'avais peut-être une question parce qu'on n'a pas eu encore beaucoup de chiffres depuis le début de cette intervention. Donc je me tourne vers la Fédération des banques parce que pour mesurer aussi le marché, là on a eu un panorama, on peut peut-être se pencher sur les chiffres des crédits que les Calédoniens sollicitent auprès des banques pour acheter des logements. Ça donne aussi d'autres indications sur le marché. Oui, alors en 2019, alors je suis uniquement sur les crédits à l'habitat aux particuliers, ce qui nous intéresse aujourd'hui. En 2019, l'ensemble des banques ont octroyé presque 54 milliards de crédits en fait pour financer ces acquisitions. C'est effectivement en baisse, bien sûr, par rapport à 2018, de 22%. Et pour vous donner un ordre d'idée, on est quasiment revenu au niveau de 2015 en fait, un petit peu au-dessus de 2015. Alors, on vient de voir avec tous ces chiffres, et notamment en parlant du neuf, puisque le marché semble saturé aujourd'hui, on imagine, Sylvian Poteny, que ça a des conséquences pour tout le secteur du BTP. Oui, en effet. Donc, je confirme le titre. On est bien un secteur dans la tourmente, à savoir que les années précédentes, le privé représentait 60% de notre chiffre d'affaires et donc 40% pour le public. Aujourd'hui, le public représente maintenant pratiquement 60% de notre chiffre d'affaires.
contre 40%, mais avec un chiffre d'affaires qui a diminué de pratiquement 50%. Les années précédentes ont tourné à 120 milliards CFP par an dans le secteur du BTP. Aujourd'hui, on espère arriver dans les 80 milliards cette année, parce qu'il y a quand même eu une grande volonté politique de redynamiser le BTP, de lancer des grands projets qui traînaient dans des cartons. Mais donc oui, on est impacté de façon durable depuis plusieurs années. Concernant le logement, la RILI nous a fait du bien. On ne va pas se masquer les yeux. Donc la RILI nous a fait vraiment du bien, avec les inconvénients pour les agences immobilières et les promoteurs, d'après de pouvoir louer ces logements que l'on a mis sur le marché. Donc depuis la fin de la RILI, c'est vrai que le marché est vraiment au ralenti. Nous avons plusieurs indicateurs qui nous donnent des tendances. Donc un des indicateurs, c'est la vente du ciment, où là on sait au mois près où on en est. Donc en Nouvelle-Calédonie, on ne construit pas plus en bois ni en ferraille qu'à l'époque. Donc la vente du ciment, on est aujourd'hui sur des chiffres d'il y a 28 ans, où à l'époque, la population en était environ 68% moins important que cette année. Donc vous imaginez la chute vertigineuse de vente de ciment. Et je vous dis, on n'a pas révolutionné, on n'en met pas moins dans le béton. Donc c'est réellement qu'il y a une baisse notable de la vente du ciment. Donc c'est vrai, pour nous, c'est un des curseurs. Ces ventes de ciment se font donc tout secteur, hein, bâtiments, travaux publics. Le deuxième indicateur que l'on a, c'est bien sûr les bureaux d'études et les cabinets d'architectes qui sont en amont de notre mise en chantier sur le terrain. Donc eux, c'est pareil. Avec l'ordre des archis, on discute très souvent, et malheureusement, eux aussi ont d'énormes difficultés, d'énormes problèmes de visibilité. Pour la visibilité, nous allons bientôt avoir la Celeco BTP qui a été remis en place en début d'année, qui va nous livrer des chiffres. On va croiser les doigts et on espère que 2020-2021 va pouvoir nous donner un peu plus de souffle. Actuellement, je vous dis, on s'est tous mis en position presque de sauvegarde, on patiente, on courbe les chines et on attend que des jours meilleurs arrivent. Allez-y. Oui, je vais dire un petit mot pour les promoteurs, puisqu'ils ne sont pas représentés tous ici. Effectivement, je confirme ce que Silvio vient de vous dire. Les promoteurs sont encore en amont des bureaux d'études. Donc aujourd'hui, on est tous à l'arrêt pratiquement. Quelques projets sont en train de se terminer, quelques projets se lancent, des petits projets. Mais on est à l'arrêt non pas parce qu'on ne veut plus construire, mais parce qu'on n'a plus de demande. Donc la RILI, effectivement, s'est arrêtée, mais de toute manière, on n'a plus d'investisseurs. On a un solde migratoire, effectivement, qui s'est dégradé, et on a beaucoup moins de demandes d'acquisition dans le neuf, dans la mesure où, en plus, on a toutes les sorties de défiscalisation qui arrivent, aussi bien Girardin que Pinel que la RILI. Et donc, on va avoir de nombreux appartements qui vont être mis sur le marché. On a encore une demande dans l'ancien, vous l'avez vu, mais dans le neuf, effectivement, c'est assez atone. Et vous verrez la courbe en 2020, elle s'écrase complètement. C'est-à-dire, on vous a dit, on va pas, ils vont vous donner les chiffres, mais la courbe s'écrase et on est quasi à zéro. Peut-être une autre question pour Silvio Pantoni. On sait que le gouvernement a fait un gros travail sur ce qu'on appelle le référentiel de construction, hein, qui est censé protéger quand même aussi la personne qui fait construire. Est-ce que c'est de nature à booster ou à relancer les choses, ou est-ce que c'est au contraire un frein? Alors, à aujourd'hui, je ne sais plus si c'est de nature à nous booster ou un frein. C'est une réforme en profondeur liée aux assurances. La réforme est en cours. Maintenant, on est dans le vif du sujet et on se rend compte des difficultés que ça engendre. Donc, en l'occurrence, l'accessibilité à avoir l'assurance,
le coût de cette assurance, le coût pour le futur client et ainsi de suite. Donc nous sommes en période de réglage. Donc pour l'instant, c'est vraiment une réforme d'envergure et elle nous amène quand même beaucoup d'embûches. Bon, on y arrivera, mais c'est encore un gros travail qu'on doit faire. Wait and see. Ce que l'on peut dire, Maître Bergeau, pardon, oui. Oui, j'ajouterais également que pour les nouveaux projets, beaucoup de permis de construire et de permis de lotir ont été malheureusement attaqués en justice, et ce qui fait que ces projets ont été retardés, n'ont pas pu être lancés. Donc dans les bonnes nouvelles, il y a des projets qui se débouclent, comme la colline Guégan qui enfin sort. Donc c'est une opération très importante dans Nouméa d'environ 130 terrains à bâtir. Je sais qu'il y a également des lotissements sur Païta qui étaient un petit peu bloqués, qui sont débloqués. Donc il y a aussi ce paramètre à prendre en considération, c'est une augmentation des recours contre les permis de construire et les permis de lotir depuis quelques années, qui n'est pas favorable au secteur de la construction. On arrive à la conclusion, tout du moins sur l'année 2019. Et au-delà des chiffres qui ont déjà été cités, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que la dégradation de la demande de logement en général et bien évidemment de logements neufs en particulier, puisqu'il s'agissait pour l'ensemble du marché de se restructurer pour pouvoir répondre à cette demande de logement qui était tout à fait évidente il y a quelques années. Le principal facteur, c'est bien évidemment le solde migratoire négatif, qui est un fait tout à fait nouveau dans l'histoire récente de Nouvelle-Calédonie, puisqu'il n'y a pas eu de diminution, de perte de population en Nouvelle-Calédonie depuis la fin des années 70. Donc ça fait 50 ans, enfin presque 50 ans, que la Nouvelle-Calédonie s'était habituée à ce qu'il y ait un afflux de personnes en continu. Et c'est vrai que nous, agents immobiliers, on le voit au quotidien, il y a régulièrement, et c'est assez saisonnier, des avions remplis d'infirmières, de profs, de ceci, etc., et qui remplissaient les logements qu'on avait à proposer. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Alors évidemment, plus du tout avec la fermeture des frontières. Donc en conclusion, on l'a dit, des transactions de logements neufs qui sont en très net recul, un ancien qui se maintient malgré tout en 2019, qui reste dynamique. Le prix des villas qui se tasse un peu de 4,6%, le prix des appartements 3,8%, et je l'ai évoqué tout à l'heure, ces moyennes cachent une certaine disparité entre les communes, puisque Nouméa résiste beaucoup mieux que les autres communes du Grand Nouméa. Et sur les terrains, s'agissant du prix à l'art moyen, on est sur une contraction de 17%. Le taux des crédits qui, vous le savez, est particulièrement bas, historiquement bas, qui est plutôt un facteur profitable à l'immobilier. Donc on peut imaginer que ça a pu participer au soutien du secteur dans l'ancien, tout du moins. La fin de la RILI, ça a été évoqué très largement. Le nombre d'aides financières accordées par la province et au titre du PTZ en contraction forte sur 2019 avec, on l'espère, un assouplissement à compter de 2020. Et bien évidemment, ça a aussi été largement évoqué, le lien entre la demande de logement et le solde migratoire négatif, donc les fameuses incertitudes politiques et économiques, puisqu'il y a très certainement une relation étroite entre ces différents éléments. Alors, s'agissant de 2020, on a traditionnellement un début d'année calme dans le monde de l'immobilier, puisque ça correspond aux grandes vacances. Et puis, on se remet à bosser quelques temps après la rentrée. Et c'est le second trimestre qui est dynamique. Or, vous le savez, cette année, le second trimestre a été tout à fait particulier, puisqu'il a été torpillé par le confinement. Et comme il y a une inertie très importante dans le monde de l'immobilier, puisqu'entre le moment où le bien est proposé sur le marché et le moment où il se signe chez nos amis les notaires, il se passe quelques mois, puisqu'il y a tout un processus qu'il faut réaliser. Donc le premier semestre de l'année 2020 est pas bon. Et alors que l'année 2019 avait vu le neuf se contracter, mais l'ancien se maintenir, eh bien l'ancien commence à se contracter également sur la première partie de l'année 2020. Olivier vous en dira plus avec des chiffres.
Mais voilà un petit peu comment on a débuté l'année. À la sortie du confinement, les professionnels de l'immobilier ont noté une redynamisation, une demande, et puis finalement un certain nombre de compromis qui se sont conclus. On peut imaginer là que les effets du confinement ont été multiples, ont orienté le choix d'un certain nombre de ménages qui ont souhaité trouver plus confortable, plus grand, un bout de jardin, voire peut-être sortir de Nouméa pour avoir un cadre de vie plus agréable. Il y a eu aussi, on le sait, des conséquences, enfin des facteurs un peu moins joyeux comme un certain nombre de séparations qui ont découlé d'une cohabitation forcée pendant un mois qui a pu être un peu difficile. Enfin voilà, en tout cas, tout ça pour dire qu'à la sortie du confinement, il y a eu du dynamisme et les notaires observent que ça donne lieu à la conclusion d'un certain nombre de ventes. On espère que cette dynamique va se poursuivre le plus longtemps possible. On sait que malheureusement, l'approche du référendum n'est pas forcément une bonne nouvelle. En tout cas, ça pourrait freiner cette dynamique. Voilà, je laisse Olivier vous donner plus de détails. Donc, avant de constater ce nouveau dynamisme dans les statistiques, force est de constater que concernant le premier semestre, en fait, on tombe sur des évolutions qui ne sont pas très enthousiasmantes. Je vous rappelle la baisse sur 2019 concernant les appartements. On était à moins 4%. Sur le premier semestre, on est à moins 10%. Concernant l'habitat neuf, on est à 43% de baisse sur 2019. Et là, sur le premier semestre, on est à moins 35%. Donc en fait, la tendance se prolonge à la baisse. Et on attend effectivement avec impatience de voir comment ça va se passer sur le deuxième semestre de l'année. Évidemment, on parle bien de baisse de transactions en volume. Hein. On ne parle pas de baisse de prix. Que là, je pense qu'on ne ferait pas la même tête. Hein. Mais juste pour repréciser, on est maintenant sur des nombres de ventes très, très peu significatives. Par exemple, c'est seulement 22 appartements neufs qui ont été vendus au premier semestre. C'est seulement 11 maisons neuves qui ont été vendues au premier semestre sur toute la Calédonie. Voilà, je voulais apporter cette précision quand même pour relativiser un petit peu cette baisse sur le neuf. Quand on parle des ventes sur les maisons, je le rappelle, hein, ça ne tient pas compte de la construction des maisons individuelles qui sont encadrées par un contrat de construction de maisons individuelles. Ce ne sont que les maisons vendues dans le cadre d'un contrat en VFA. Hein. Est-ce que vous voulez faire un commentaire sur ce qui a été dit, notamment sur cette timide qui n'en est pas une reprise du marché de ce début d'année 2020, Claude François? Je vais juste faire deux commentaires. Le premier, ça concerne effectivement la baisse des appartements, enfin la baisse du neuf. Hein. On l'a dit, 22 appartements seulement vendus. Hein. On est à moins 61% encore. Donc moins 68, moins 61, vous faites le calcul. Il reste plus grand-chose. Quand dans des années normales, on vendait 400 à 500 appartements neufs, vous faites le calcul, c'est quand même, on est bien à zéro. Et donc, ça commence à être inquiétant quand même. Est-ce qu'on peut considérer... Juste le deuxième commentaire, ça concerne le rattrapage. Alors effectivement, post-Covid, on a eu un rattrapage, ça a été sensible. Les notaires ont pu faire pas mal de compromis, etc. Sauf que, comme Divi vous l'a dit, on a 4 mois de décalage. Donc ces chiffres-là vont être visibles en août, septembre. Et donc avec un mois de juillet creux. Donc on saura qu'au troisième trimestre, si effectivement la tendance est bonne ou si c'est simplement qu'un rattrapage de l'effet Covid. On sait que les Calédoniens ont épargné pendant la crise du Covid. Il y a un taux d'épargne qui est assez fort. Je crois que c'est plus 9 milliards par rapport à la même période sur l'année précédente. Est-ce que c'est quand même encourageant de se dire que cet argent, peut-être qu'il sera dépensé et pourquoi pas dans l'immobilier? On espère. Effectivement, les gens ont une tendance à regarder leur habitat puisqu'ils ne peuvent plus sortir de la Calédonie. Donc, regardent leur habitat, essayent de l'améliorer, essayent d'en changer. Donc, effectivement, on voit que la demande s'oriente vers plus grand, plus de jardins, plus d'espace et moins de colocation, moins de choses comme ça. Silvio Pontoni.
Et ce phénomène de post-Covid, on le voit d'ailleurs sur les ventes du cimentier, où finalement il y a les ventes du ciment en vrac, qui servent donc plutôt pour les grandes constructions, et les ventes de ciment en sac. Et les ventes de ciment en sac ont retrouvé une stabilité post-Covid. Donc les gens ont racheté, ont refait des travaux à leur domicile, donc on utilise le sac de ciment. Donc on le voit très bien, nous, dans la courbe. Donc l'artisanat a été un peu plus sollicité. On me charge d'assurer la minute publicitaire pour vous dire que le 15 octobre, il y aura une conférence organisée ici consacrée au RCNC, donc la réglementation, la fameuse norme de construction de Nouvelle-Calédonie qui a été adoptée récemment et qui va avec la réforme de l'assurance décennale ainsi que la qualification professionnelle des entreprises du BTP. Voilà, c'est fait. Pour finir, parler des perspectives du marché de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie. Alors, avec toutes les incertitudes qui pèsent sur ce territoire, ça serait vraiment présomptueux d'imaginer vous donner des indications pour l'avenir. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a un diagnostic de la demande de logement qui est en cours. On peut également parler d'un durcissement des règles, d'octroi de crédit qui pourrait éventuellement arriver en Nouvelle-Calédonie. Et la personne issue du monde de la banque pourrait peut-être nous en parler, mais les autorités tutelles en métropole ont demandé à l'ensemble des établissements de durcir l'octroi des crédits en limitant la durée des prêts à 25 ans et en limitant le taux d'endettement à 33%. Donc on pourrait imaginer que les banques calédoniennes qui dépendent pour la plupart de maisons mères métropolitaines puissent avoir la tentation d'appliquer ces mêmes recommandations ici. C'est peut-être une question. Si on posait la question à Céline Prévost, oui, ce serait bien. Oui, alors effectivement, c'est le Haut Conseil de sécurité financière en fin 2019 qui s'est ému de dérives constatées en métropole concernant effectivement l'allongement des durées de crédit, puisqu'en métropole, ils allaient très largement au-dessus de 25 ans, donc jusqu'à 30 ans, ce qui n'est pas le cas en Calédonie. Et puis effectivement, un endettement très élevé des ménages, notamment sur les primo-accédants, mais pas que. Donc ils ont émis 2 recommandations, de limiter la durée des prêts immobiliers effectivement à 25 ans, et puis de surveiller que le taux d'endettement de 33% était respecté, alors avec des marges qui nous sont accordées, peut-être pas encore en Calédonie effectivement, mais globalement pour les banques, d'avoir un pourcentage maximal de 15% de la production de crédit qui serait autorisée à dépasser les 33% d'endettement, dont les 3/4 seraient accordés aux primo-accédants. Donc c'est des choses qui sont très difficiles à piloter, ça c'est un point de détail. Donc effectivement, pour l'instant, c'est applicable. Ça, c'est rentré en vigueur au 1er janvier 2020 en métropole. Pour l'instant, on n'a pas la confirmation que ça serait applicable en Nouvelle-Calédonie. Mais comme vous le disiez, on est tous des établissements affiliés à des banques métropolitaines. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous demande déjà de surveiller ces indicateurs. Sur la durée, pas de souci. Sur le taux d'endettement, c'est un petit peu plus compliqué. Eh bien voilà, nous en avons fini avec la présentation. Il y a peut-être un dernier commentaire avant qu'on passe à la séance de questions-réponses. Je pense qu'il y a beaucoup de questions, enfin j'imagine, parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui ont été dévoilés, révélés, une situation un peu globale que vous avez en tête. Donc maintenant, c'est à vous de poser les questions. Tous les intervenants qui sont là peuvent répondre à vos questions. Il y a des personnes qui ont des micros, donc vous levez juste le doigt bien haut. Vous pouvez soit poser une question, soit faire un commentaire sur ce que vous avez entendu, et puis solliciter évidemment les intervenants qui sont là. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer. Oui, il y a une question tout devant, monsieur le directeur de la CCI. Merci Laurine. On parle ici que des transactions immobilières. Est-ce que ça reflète aussi une situation dans le locatif ? J'imagine que ça suit les mêmes tendances. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, on a survolé la zone VKPP. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en suréquipement en termes de logement sur la zone VKPP ou est-ce qu'on est au niveau du marché en termes d'offre-demande ? Alors, sur la deuxième question, on a plusieurs agences dans notre fédération qui fonctionnent sur la zone.
Et pendant effectivement de nombreuses années, on était en suréquipement suite au départ du personnel de l'usine. Et ils avaient de grosses difficultés à louer. Hein, c'était assez critique même dans la mesure où il y avait pas mal de gens qui avaient investi en défiscalisation sur la zone et on n'arrivait pas à trouver preneur sur le locatif. Aujourd'hui, ça s'est résorbé. Enfin, depuis pratiquement un an, ça s'est résorbé. Aujourd'hui, on retrouve un niveau locatif qui est à peu près cohérent sur la zone. Pour votre première question, effectivement, on a, suite à la RILI, on a eu, et au départ des 10 000 personnes, on a eu une vacance locative très, très importante. C'est pour ça qu'en tout de suite, bien avant que la RILI s'arrête, on avait informé le gouvernement de l'époque et les pouvoirs publics qu'on ne souhaitait pas un renouvellement d'une 3e RILI, dans la mesure où on estimait qu'on allait arriver à une bulle immobilière qui allait mettre beaucoup de gens au tapis, et on pensait sincèrement qu'on était déjà en suroffre. Et c'est le cas, hein, ça a été le cas assez rapidement, exacerbé par les statistiques effectivement de population. Et aujourd'hui, on commence, vu qu'on ne produit plus de neuf, on commence à retrouver un niveau beaucoup moins critique. On avait à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, à peu près 1100 lots en intermédiaire vides. Aussi bien des lots, assez peu de lots de défisque, mais pas mal de lots anciens, puisque on fait la volonté, ça avait été de mettre des logements de meilleure qualité, moins chers sur le marché, et donc les logements anciens se sont vidés. Et donc on avait à peu près 1100 logements dans le privé et quasiment autant, voire plus, dans les opérateurs sociaux en intermédiaire. Et donc on a eu vraiment beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Aujourd'hui, ça se résorbe progressivement puisqu'on ne produit plus, en tout cas dans le privé. Et on pense encore qu'on en a encore pour quelques mois, voire un ou deux ans avant de résorber totalement ce qui reste à résorber, si le flux migratoire reste à l'identique. Et pour compléter, non pas sur la vacance locative, mais sur le niveau des loyers, bien évidemment, le déséquilibre entre offre et demande s'est traduit par une baisse des prix. Effet qui a été accentué par les contraintes de la défiscalisation, puisque les propriétaires qui avaient contracté sous cette forme avaient l'obligation de louer dans un délai qui est inscrit dans la loi. Et donc lorsque l'on arrivait à échéance, pour certains produits, il fallait absolument trouver preneur, sous peine que le propriétaire soit redressé par les services fiscaux sur l'ensemble de l'avantage fiscal. Donc ça a poussé un certain nombre de propriétaires à baisser de toute urgence jusqu'à trouver preneur. Et ça a bien évidemment accentué cet effet à la baisse que l'on a observé. On n'a pas d'éléments statistiques puisqu'il n'y a pas d'observatoire locatif comme il en existe un sur la transaction. Mais c'est en tout cas l'idée qu'on peut s'en faire entre professionnels. Une autre question? Oui, monsieur qui est là, s'il vous plaît. Bon, on parle d'un solde migratoire de moins 10 000 personnes, mais à partir de quand vous avez pris cette date en 2019? Est-ce que c'est en rapport avec le recensement 2019? Donc on part du principe que ce sont des chiffres à juin 2019. J'ai une sensation, alors ça reste très personnel, mais qu'on a eu beaucoup de départs de juin à décembre. Et j'ai aussi donc cette sensation par ricochet que les chiffres ne sont pas de 10 000 personnes, mais d'un petit peu plus. Est-ce que vous avez de votre côté un retour sur ce sujet? Olivier Fagnot. Je précise juste qu'on arrête le compteur au moment du recensement, c'est-à-dire en septembre 2019. Donc c'est le cumul de tout ce qui s'est passé depuis le précédent recensement en 2014. Non, effectivement, on n'a aucune donnée sur ce qui a pu se passer après. Mais si certains ont quitté le territoire, on sait aussi qu'il y a eu le retour d'un certain nombre de personnes de métropole, et notamment des étudiants qui sont désormais coincés ici. Donc dans quelle mesure ces différents éléments se compensent, on n'en sait rien. J'entends, c'était vraiment une sensation très personnelle d'avoir vu un flux de départ à partir de septembre. On a eu beaucoup de, même août, beaucoup de gens qui repartaient aussi. C'était, voilà, petit aparté.
Oui. Je me permets d'apporter un complément de réponse. En tant que gestionnaire de l'aéroport de Tontouta, donc on a examiné pour voir combien de personnes on avait qui avaient quitté la Calédonie et qui étaient bloquées peut-être à l'extérieur du territoire sans pouvoir revenir. Et donc depuis novembre 2019, on a 2700 départs de plus que d'arrivées. Donc on a encore... sachant qu'il faut avoir en tête que les étudiants qui sont partis au mois d'août cette année n'ont pas été compensés par les arrivées, le retour des étudiants précédents. Donc, pour être clair, les étudiants ont été comptés au départ, mais n'ont pas été comptés au retour de la précédente vague. Voilà, et puis il y a aussi peut-être le fait qu'un certain nombre de personnes ont quitté le territoire après le confinement, pensant que les choses allaient reprendre et qui ont de grosses difficultés à revenir. Exactement. En raison des mesures, notamment de restrictions dans les hôtels. Oui, monsieur. Merci. Sauf erreur, on ne compte pas la population. Pardon. On ne compte pas la population de la Calédonie uniquement avec le sol de Tontouta. Il y a aussi les naissances et les morts. Et alors, on en est où à ce niveau-là? Non, je veux dire, il n'y a pas 10 000 personnes de moins au recensement de 2019 par rapport à... Uniquement sur les départs et les arrivées, oui. Ça, voilà. Oui. Non, enfin, l'augmentation de la population entre deux recensements, c'est un effet de deux facteurs. C'est le solde naturel, oui. Donc naissance moins mort, et le solde migratoire. Oui, là, on a parlé de moins 10 000 au titre du solde migratoire. Oui. Et au titre du solde naturel. Je crois qu'on est à 4 500 par an. Donc on est moins nombreux en 2019 qu'en 2014 ? Non. Non. Non, mais on est très... Le solde naturel est positif sur cette période. Il est positif, mais très faiblement positif, oui. Et quand on fait la somme des deux, on est positif ou négatif? Ça, très faiblement positif. Très faiblement positif, oui, tout à fait. Donc il est triste de constater que 10 000 de nos concitoyens sont partis, mais on n'est pas moins nombreux aujourd'hui qu'on ne l'était il y a 6 ans. Non, tout à fait. Merci. Précision importante, merci. Mais, par contre, ce que l'on peut dire, c'est que les 10 000 personnes qui sont parties avec un pouvoir d'achat. Les 10 000 bambins supplémentaires en auront pas les poches pleines. On aura un jour, mais ce n'est pas encore le cas. Donc économiquement, ça n'a pas la même incidence. D'autres questions? D'autres interventions? Oui, monsieur Rab, est-ce qu'on peut lui passer un micro, s'il vous plaît? Bonsoir. Juste une petite question à Alizé. Je n'ai pas retrouvé sur votre site tous les données, comme on avait l'habitude de l'avoir au précédent, du dernier recensement. Est-ce que c'est volontaire ou c'est parce que vous n'êtes pas prêt? On va faire un rendez-vous de l'économie sur le non, recensement parce que de quand la on compare population. les recensements précédents, donc pas celui-là, hein, mais le précédent, on avait tous les éléments, tous les détails, on avait tout ça. Et j'ai recherché justement sur votre site là très récemment, et on ne trouve rien. On trouve quelques grandes lignes, point. Alors vous avez bien fait vos recherches, parce qu'effectivement, il n'y a pas de données concernant le recensement en 2019 actuellement sur notre site. C'est parce qu'on n'est pas prêt. Et on envisage de publier les résultats, merci de me permettre de faire la publicité aussi, pour la fin du mois d'octobre. Voilà. Revenons à l'immobilier. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des commentaires? Oui, monsieur. On vous amène un micro tout de suite. A-t-on des précisions sur l'évolution de la TGC à venir? Sur la fameuse réforme de la fiscalité qui est en cours de préparation. On va laisser Divi. Alors, monsieur Bartra, vous avez été désigné à l'unanimité. Je vais changer de casquette. S'agissant de la TGC, on a beaucoup de précisions qui viennent d'un peu partout. Il y a des projets, en tout cas des idées, des envies qui sont présentées par le gouvernement. Je peux vous exposer dans le détail ce qui a été dit début août lorsque nous avons rencontré au titre de la CCI le gouvernement sur ce sujet. Et qui souhaite en effet accélérer la réforme de la TGC, qui s'inscrit dans une loi plus globale qui est la loi de programmation fiscale. La réforme de la TGC, pour l'instant, puisque ça peut varier beaucoup, devrait tourner autour de la fusion d'un certain nombre de taux pour n'en conserver que 2.
La volonté du gouvernement est d'arriver aujourd'hui, en tout cas, au taux de 5 et, grosso modo, 14 ou 15%. Donc c'est absolument pas définitif, puisqu'il y a beaucoup de discussions. Ce sont des éléments qui, évidemment, supposent que tous les secteurs soient consultés, que l'ensemble des organisations aient leur mot à dire, et c'est le processus qui est en train de se dérouler en ce moment. Voilà, ça suppose de nombreuses questions, ça soulève de nombreuses protestations, puisque parmi les différents produits et services qui seraient vendus au taux supérieur, enfin, qui deviendrait le taux normal, il y a l'ensemble des prestations de services et notamment l'immobilier. Donc si l'immobilier devait subir une hausse de la fiscalité indirecte de l'ordre de 9 points, en sachant que les droits d'enregistrement, ça a été évoqué tout à l'heure, ont déjà été rabotés puisqu'ils ne sont plus que de 0,5%, on n'a plus de marge de manœuvre pour pouvoir amortir cette hausse de la fiscalité. Et puis, et ça c'est l'objet de la réunion du 14 octobre, le RCNC, donc la fameuse réglementation norme assurance décennale, on sait que ça aura aussi un impact inflationniste sur l'immobilier neuf. Donc c'est vrai que les perspectives, en tout cas fiscales, pour l'instant sont pas très réjouissantes. Donc on y travaille pour essayer d'arrondir les angles et d'éviter que cette réforme de la fiscalité et de la TGC en particulier, qui poursuit deux objectifs. Le premier, c'est, on va pas se mentir, hein, un retour au rendement nominal de la TGC qui devait rapporter 52 milliards et qui n'en a rapporté que 44. Donc il y a une nécessité absolue, encore plus aujourd'hui, compte tenu des besoins des différentes collectivités, d'aller chercher ces 8 milliards. Et puis il y a aussi une volonté du monde économique de simplifier la TGC, puisqu'elle comporte de très nombreuses complexités et d'incertitudes juridiques. Donc voilà, c'est ces deux objectifs qu'il faut réussir à concilier. La question est de savoir évidemment qui va être mis à contribution et qui va subir le plus de mouvements. Voilà. Juste pour apporter une petite précision, en plus de tout ça, on va vraisemblablement avoir ce qu'ils ont appelé la NINC, qui est l'ancienne RINC, c'est-à-dire la norme environnementale sur la construction, qui va venir encore alourdir vraisemblablement la facture. J'ajouterais également que c'est la série des bonnes nouvelles. Concernant le secteur de l'immobilier ancien, on a l'application des droits d'enregistrement des centimes additionnels. Sur le secteur du neuf, eh bien, nous avons bien sûr les droits d'enregistrement et les centimes additionnels, même si effectivement il y a un taux qui est réduit, mais nous avons en plus la TGC. Alors ça, c'est totalement anormal, hein, puisqu'en métropole, les choses sont assez claires. Il y a les biens neufs, c'est un circuit de TVA, hein, donc TGC, et l'ancien est soumis au droit d'enregistrement. Ici, bon, on a de la taxe sur de la taxe, donc je pense qu'il faut à un moment donné, si on veut que le neuf puisse repartir, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, il est quasiment à zéro, eh bien, il faut peut-être mettre une taxation qui soit conforme à une certaine réalité, une certaine cohérence, et donc faire un circuit de TGC, c'est-à-dire de TVA immobilière, et peut-être ne pas appliquer en plus des droits d'enregistrement. Merci. Oui, on va vous repasser le micro. On a fait un constat sur 2018-2019. Je vais parler de quelque chose qui est dans toutes les bouches, c'est les taxes sur la plus-value. Quid de ce sujet qui va probablement relancer ou pas la vente de biens? Ça pourrait être intéressant d'avoir un petit retour, Divi, si ça se discute. Voilà une autre bonne nouvelle qui manquait au tableau. Ce sont en effet les plus-values immobilières qui sont de plus en plus souvent évoquées, qui sont dans le scope, en tout cas qui sont dans celui des syndicats, qui ne l'ont pas oublié, parce que les plus-values immobilières sont notées comme devant être adoptées dans le fameux agenda partagé qui avait été signé pour clore le petit problème de la vie chère en 2012-2013. Et ils insistent depuis pour qu'elles soient adoptées. Le gouvernement en parle de plus en plus sérieusement. Est-ce que ça peut avoir un effet bénéfique avant qu'elle soit mise en place? Oui. Après, c'est moins sûr, puisque c'est vrai que l'annonce de l'arrivée de cette taxe pourrait pousser un certain nombre de propriétaires à vendre. Alors je rassure tout le monde, hein, elle ne porterait que
sur les résidences secondaires et pas sur la résidence principale. Mais tout le débat va être de savoir quelle sera la décote, enfin quels seront les différents mécanismes qui pourraient régir cette nouvelle taxe. Qu'on est entre nous, on peut peut-être l'aborder. On risque d'avoir cette taxe sur les plus-values annoncée et mise en place pour demain, ou est-ce qu'il va y avoir je dirais un délai, hein, de dire attention, dans 4 mois, dans 5 mois, et là, ça risque d'être une vague particulière de transactions qui risque de se mettre en place. On sait que de temps en temps, il y a Maître Bergeau, des augmentations des droits d'enregistrement, hein, qui se font un petit peu quasiment du jour au lendemain. Qu'est-ce que vous pensez du sujet? Est-ce que si on avait une date fixe, c'est-à-dire à 2021, mise en place de la taxe sur la plus-value, est-ce que vous ne pensez pas qu'il ne va pas y avoir un affolement dans la transaction à ce moment-là? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aurait pas d'affolement sur les éventuelles sorties de défisc, puisque tout ce qui est lié à la RELI, je pense que tout le monde a bien compris qu'il n'y aurait pas de plus-value. Donc, ça ne devrait pas avoir d'incidence sur l'ensemble de ce marché-là. Il vaut mieux en rire, hein. C'est sûr. Pour ce qui concerne l'immobilier qui peut être détenu depuis un certain temps, qu'il soit locatif ou secondaire, en effet, si la réforme est annoncée suffisamment à l'avance, on peut imaginer qu'un certain nombre de propriétaires cherchent à empocher leur plus-value sans être fiscalisés. Et quant à savoir ce que le gouvernement envisage de faire avec cette taxe, est-ce qu'il l'appliquera immédiatement ou avec un certain délai de prévenance, on n'en a aucune idée. Et les droits d'enregistrement? Oui, merci. Donc, en effet, déjà que le secteur de la promotion immobilière ne fonctionne pas très bien en ce moment, hein, on a trouvé le moyen de mettre en place une augmentation de 1% des droits d'enregistrement sur l'achat des terrains à bâtir en vue de la construction d'immobilier d'habitation. Donc ça, en effet, du jour au lendemain, on a eu cette information qu'il y avait 1% de plus, hein, sur le prix du terrain à payer. Voilà. Et en effet, je rejoins ce que tu dis. La plus-value, c'est pas très d'actualité par rapport à la réalité des prix. Donc ça risque pas de rapporter beaucoup d'argent. Je pense quand même, hein, si je peux me permettre, c'est qu'il y a la mise en place de nouvelles taxes, mais il est intéressant de voir aussi la rentabilité de cette taxe. Et je pense que le gouvernement, il gardera bien de mettre une taxe en place qui va lui coûter plus cher dans le contrôle et dans la mise en œuvre que la récolte qu'elle peut en faire. D'autant plus qu'on est quand même dans une situation qui est plutôt catastrophique. Par ailleurs, tout le monde peut peut-être vouloir vendre ses appartements. Faut-il qu'il y ait des acheteurs, hein? Et aujourd'hui, quand je vois vos statistiques, ben c'est très peu d'encouragement. Et je ne pense pas que le moment est venu pour mettre une nouvelle taxe de cette sorte. Non seulement la rentabilité n'est pas approuvée, d'ailleurs en 2013, une étude a été faite par la province, pour le gouvernement en place à cette époque-là, qui a bien fait ressortir le fait que cette taxe, la récolte de cette taxe, ne couvrait pas les frais qu'elle imposait à l'administration. Donc là, il y a peut-être une évolution qui a eu lieu, mais ça m'étonnerait que le gouvernement mette en place quelque chose qui ne correspond pas à la réalité des chiffres et du budget tel qu'elle a aujourd'hui. Ce n'est pas une taxe qui a une portée économique ni fiscale, c'est une taxe idéologique. Elle est attendue par les syndicats. Ils martèlent. Alors, ils parlent des plus-values immobilières, ils parlent aussi des plus-values mobilières, c'est-à-dire la fiscalisation des plus-values sur l'ensemble des ventes de parts de société. Donc, il semblerait que le gouvernement soit opposé à la fiscalisation par les plus-values mobilières, mais immobilières. En tout cas, on a entendu dire qu'il pourrait y avoir un peu de lest de lâcher. Est-ce qu'il n'y a pas des dispositifs qui sont, c'est M. François qui me souffle ça, qui sont compris dans le prêt sollicité par la Calédonie auprès de l'AFD? Hein, c'est ça votre remarque? Prenez un micro. Je crois qu'effectivement, c'est précisé dans les mesures fiscales
demandé par l'AFD au niveau du prêt qui a été sollicité. Hein. Donc il n'y a pas que les syndicats, il y a l'État aussi. En fait, la liste des différentes nouvelles taxes et autres mesures qui sont en annexe du contrat qui a été passé avec l'AFD pour financer notamment le chômage partiel, etc. Ce sont des engagements qui ont été pris par la Nouvelle-Calédonie. Ce ne sont pas des exigences qui viennent de l'État. Et en effet, dans la liste, on trouve la réforme de la TGC, l'augmentation du rendement de la TGC, la plus-value immobilière, et puis bien d'autres choses particulièrement sympas, quoi. David Guyenne. Est-ce qu'on peut envisager que l'Observatoire s'enrichisse de la partie location, et donc le marché de la location, et deuxièmement, sur une partie aussi immobilier d'entreprise, c'est-à-dire les locaux commerciaux, à la fois sur les prix de vente, mais aussi sur les loyers au mètre carré de locaux commerciaux? Alors oui, ça serait l'idéal. Donc là, effectivement, on travaille avec l'ISEE actuellement pour mettre en place une partie de l'observatoire sur les loyers. Donc l'ISEE a déjà contacté, on a contracté avec l'ISEE, la FTAI, pour la plupart des grosses agences immobilières de la place. Donc aujourd'hui, on va effectivement pouvoir progressivement donner des statistiques sur le locatif. Et je pense que sur ce qui est locaux professionnels et locaux commerciaux, ça peut être fait au niveau de la transaction déjà, parce que la stat, elle existe. Par contre, au niveau du locatif, ça va être un peu plus compliqué. Je vous confirme effectivement que nous venons de bâtir notre point de référence en août 2020. Donc à partir de septembre, on va commencer à publier les évolutions de loyer. Alors dans un premier temps, c'est des évolutions en loyer toute Calédonie, hein. Très macro dans un premier temps, mais on espère que petit à petit on va pouvoir descendre au niveau des zones géographiques, voire plus tard, pourquoi pas, descendre au niveau des caractéristiques des appartements. C'est vrai que c'est un peu dommage de l'avoir bâti que maintenant, hein. Je reconnais, hein, c'était aussi compliqué parce que effectivement on a déjà subi la baisse, c'est-à-dire qu'on part avec un point de référence bas. Voilà. Et cette collaboration découle d'un constat qu'on avait pu faire il y a quelques temps, que malgré la baisse des loyers que nous enregistrions dans nos agences, l'indice publié par l'ISEE et qui est l'un des sous-indices de l'indice général des prix, lui ne baissait pas. Il avait même tendance à progresser lentement. Donc cette décorrélation entre ce que nous constations et ce qui était publié par l'ISEE nous a interrogés. Donc on s'est rapproché de l'ISEE qui nous a expliqué que pendant un certain temps, seuls les loyers des organismes de logements sociaux étaient pris en référence, qui ne sont pas du tout soumis aux lois du marché. Donc de là est venue l'idée de cette collaboration, d'une publication de données automatisées à partir des agences de la FTAI pour que l'ISEE puisse produire un indice fiable. Effectivement, démarrer alors qu'on est dans le creux de la vague, c'était pas forcément le meilleur moment, mais bon, il fallait bien le faire. On passera le micro à votre voisin. Moi, ma question concerne, je m'adresse aux représentants du bâtiment, puisque malheureusement pour vous, on a bien compris qu'il n'y a pas de marché en ce moment pour construire du neuf. Est-ce que votre fédération envisage ou a réfléchi à demander au gouvernement une défiscalisation en vue de rénover le parc immobilier ancien qui est une vraie passoire thermique, puisque pendant des décennies, on a construit en Nouvelle-Calédonie des logements non isolés, pas de double vitrage, des toitures qui laissent passer l'air climatisé. Ça pourrait, je pense que si on lançait des grands travaux de rénovation en vue de l'isolation complète, parce qu'en métropole, il y a eu énormément d'aides qui ont été accordées aux particuliers en vue de faire des travaux d'isolation. Et les écologistes ont considéré que c'est un échec parce que ces aides sont... On accorde des aides pour remplacer une année une fenêtre,
Et évidemment, on n'isole pas complètement les logements. Ce qui pourrait être intéressant en Calédonie, c'est d'accorder des aides fiscales en vue de rénovation complète du logement, que ce soit les villas ou des immeubles. Je pense que ça pourrait être intéressant. Est-ce que ça a été fait ? Bien sûr, ça a été fait. C'est déjà en passe d'aboutir. J'ai vu que dans la salle, il y avait des représentants d'un organisme d'OLS qui est la SIC, qui ont engagé des très gros travaux de rénovation qui poursuivent encore. Donc, la rénovation, ça concernait moins de 20% de notre chiffre d'affaires en Nouvelle-Calédonie. À titre de comparaison, à Paris, la rénovation, c'est 80% du chiffre d'affaires du BTP. Pardon ? Parce qu'il y a des aides fiscales et parce que c'est un secteur pourvoyeur d'emploi, de travail, etc. Donc c'est vrai que nos structures, on s'est tout de suite orienté en disant on sature le marché du neuf, il faut absolument qu'on aille dans la rénovation. Donc c'est des documents qu'on a fait passer à notre gouvernement, des aides pour les organismes qui veulent, donc je prends des grands patrimoines tels que les OLS ou même les particuliers avec des aides. Et donc c'est dans les rouages et c'est déjà en cours sur certains grands programmes. Allez-y, monsieur. Oui, vous n'allez pas le croire, mais j'avais la même question que Pierrette. En fait, c'est vrai que j'avais évoqué ce point-là en France. Il y a la loi de Normandie qui permet en fin de compte aux propriétaires de rénover leur logement ancien. Donc voilà, je rejoins Pierrette sur ce point. Bravo. Et je voulais juste rajouter, donc moi je suis agent immobilier dans le Nord, pour confirmer ce que disait Claude François, que le marché de l'immobilier locatif et de la vente dans le Nord a été en passe difficile en 2015-2016 et depuis donc 3 ans, on constate un dynamisme, que ce soit au niveau de la location, au niveau de la transaction. Et on espère qu'avec le futur centre de détention qui va accueillir 100 employés et 100 convives, va amener du monde. Et donc, je pense, actuellement, on a une période de locatif très tendue. Et si, malheureusement, on n'a pas de construction qui se fait dans la zone VKP d'ici 2022, on risque d'avoir des problèmes. Est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole, poser des questions ou amener un commentaire sur ce qui a déjà été dit? Moi, j'ai peut-être une question pour M. François, même si elle n'est pas directement liée, mais est-ce que ce ralentissement du marché de l'immobilier en Calédonie a aussi des conséquences, on a vu que ça a évidemment des conséquences sur le BTP, sur les artisans, mais est-ce que ça a des conséquences sur les agences immobilières? Est-ce qu'il y a un souci à avoir du côté des agences immobilières? Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire que le souci est avéré, puisque aujourd'hui, effectivement, vous l'avez vu, on est revenu à une situation d'avant 2014 globalement. Donc on a l'ancien qui se tient bien, donc globalement, et le marché du locatif qui commence à revenir à des niveaux normés, même si on a une grosse baisse de chiffre d'affaires parce que les prix ont baissé. Donc notre chiffre d'affaires étant conditionné par le montant des loyers, forcément, on a une baisse de 20 à 25% de notre chiffre d'affaires sur le locatif. Mais globalement, tant que le secteur ancien se porte bien, ça va. Les premières stats du premier semestre ne sont pas très engageantes. Hein. Donc il faut voir si effectivement l'effet post-Covid a fonctionné et si on est revenu à une situation normale. Mais effectivement, le marché se tire. Après, on verra si le référendum a un impact, on verra tout ça. Aujourd'hui, je peux pas vous dire. Pour l'instant, on a résisté, je dirais, correctement. Même question pour vous, Maître Bergeau, sur les offices. Oui, en effet, nous, on est directement impactés puisque la baisse des transactions immobilières, c'est une baisse équivalente de notre chiffre d'affaires, quasiment.
Donc l'impact est énorme. Sur 2019, on a vu les chiffres, sur début 2020 à nouveau. Et forcément, on a une charge, on a une masse salariale qui ne bouge pas. Donc c'est une période un petit peu compliquée. On est effectivement assez satisfait de voir qu'il y a un effet post-Covid qui est plein d'espérance sur les transactions qui vont se matérialiser dans les semaines à venir, avec le concours, bien sûr, des banques qui délivrent des octrois de crédit de manière facile en ce moment. Tout va bien. Hein, avant les restrictions prévues, si j'ai bien compris. Mais... Voilà. Et en effet, peut-être que le résultat du référendum aura également un impact pour alimenter cette reprise qui est effectivement constatée. Qui veut prendre la parole, poser une... Bon, bah écoutez, je pense que ça a été dense. Hein. En fait, il y a eu beaucoup de choses à dire. Donc, je crois qu'on peut vous remercier d'être venu, puis remercier évidemment les intervenants de ces rendez-vous de l'économie de la CCI. Merci et bonne soirée.